Bonjour, bienvenue sur votre chaîne. Merci de la confiance et surtout merci de réserver ces moments pour nous. Depuis ce matin, vous avez naturellement appris que nous allons recevoir dans le cadre de cette émission une femme parce que dans la classe politique congolaise, il y en a de moins en moins qui émergent, mais également dans la diaspora parce que je sais que vous êtes très nombreux à travers le monde à suivre Télé 50 et naturellement, au sein de la diaspora, beaucoup de femmes s'expriment, disent beaucoup de choses sur la RDC, mais on attend toujours effectivement que ces femmes viennent se concrétiser sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Stéphanie Mbombo. Merci, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes présidente de Cercle des réformateurs intégrés du Congo. Vous êtes également à l'initiative de cette fondation Horizon 2060. Vous êtes formée. Vous avez un master en business administration de l'université de Canberra et ensuite vous avez été conseillère du ministre des Affaires étrangères. Vous avez vécu en Belgique, en ce moment vous êtes au Moyen-Orient. Alors, est-ce que vous avez d'autres aspects de votre vie qu'on n'a pas présentés ici, que les téléspectateurs peuvent savoir peut-être? Qui êtes-vous en réalité? Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Donc, vous me l'avez bien présenté, toujours un peu pas confortable de se présenter soi-même. Je crois que tout au long des discussions que nous aurons, vous allez découvrir réellement mon parcours et ce que je fais. Mais de façon rapide, je travaille aux affaires étrangères, comme vous l'avez dit. Je travaillais comme chef de département de l'Académie diplomatique congolaise. Je travaille aux institutions européennes, à l'Union européenne et au Parlement européen. J'ai aussi donné cours de droit européen au Maroc, à l'Université Mohamed VI. Je travaille pour les Nations Unies et je représentais la Chambre de la RDC de mines en Australie. Et voilà, ça c'est un peu de ce que je fais. Et donc vous avez une carrière quasi internationale, naturellement, dans le domaine de la diplomatie. Quel est aujourd'hui l'état de notre diplomatie à travers le monde? Si il vous était arrivé de qualifier le rôle et la présence de la RDC à travers le monde aujourd'hui? Vous savez, en diplomatie, on dit toujours qu'une mauvaise politique interne ne peut pas être sauvé par une bonne diplomatie. Donc l'état de la diplomatie congolaise représente l'état de la politique interne. La diplomatie demande beaucoup de moyens, parce que la diplomatie c'est la visibilité, c'est les relations, c'est les lobbies. Et sur ces niveaux-là, je crois que la RDC a beaucoup d'efforts à fournir pour atteindre ces objectifs-là. C'est ce qui veut dire que depuis le maréchal Mobutu avait mis beaucoup de moyens dans la diplomatie. La RDC était quasi partout, dans beaucoup de pays. Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila avaient commencé, parce que vers la fin du règne de Mobutu, il y avait dépréciation un peu de cette diplomatie par manque de moyens, beaucoup de situations difficiles. Maintenant, avec l'arrivée de Mouzé et de Joseph Kabila, on avait remonté un tout petit peu cette diplomatie avec une présence stratégique, SADC, Nations Unies, Union africaine, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez ça? Aux Nations Unies, on n'a quasiment pas de représentants. Au sein de l'Union africaine, la plupart des ambassadeurs sont ici depuis quasiment le mois de janvier. Et on n'a pas encore redéployé les diplomates à travers le monde. Est-ce que ça ne joue pas un peu, je dirais, dans le rayonnement de notre pays? Effectivement, parce que nous n'avons pas encore des ambassades, même dans des pays clés comme la France, oui, la Belgique, je crois, à Washington aussi. Tout ça peut porter un peu atteinte à notre diplomatie, oui, mais autour du cabinet, autour du chef de l'État, il y a des conseillers en charge de la diplomatie et des questions régionales, puisqu'ils sont en train de travailler aussi, donc d'appuyer la vision du chef de l'État au niveau des Nations Unies, au niveau régional et également au niveau international. Mais ça pose problème, parce que si on n'est pas présent aux Nations Unies, on n'est pas présent en Belgique, on n'est pas présent en France, on n'est pas présent au sein de la SADC, par exemple, avec une forte présence, comment on va gérer vous savez, l'Union africaine l'année prochaine? Je suis d'accord avec vous qu'il faut être présent, mais si on n'a pas d'ambassade, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de relations. Pourquoi? Parce que les diplomates, à l'époque, étaient le seul à avoir la parole ou à apporter un message à l'État qui l'a accrédité. Oui. Mais avec la nouvelle technologie de développement, le président peut appeler son homologue israélien, il peut appeler son homologue américain sans pour autant passer nécessairement par l'ambassade. C'est pas suffisant pour asseoir notre présence là-bas, organiser des activités localement, gérer la communauté. Aujourd'hui, les Congolais de l'étranger sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a même pas d'ailleurs le ministère des Congolais de l'étranger.
Oui, et ça, je trouve que ici, au niveau local, on devait vraiment créer des structures pour canaliser les efforts que le Congrès de l'étranger apporte à la population congolaise. Essayons de parler de vous, d'abord, de votre cercle des réformateurs intégrés. C'est quoi d'abord? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? En fait, en 2019, au mois de janvier, quand nous avons assisté à l'investiture du nouveau président et à la passation pacifique de pouvoir, nous nous sommes dit qu'il était temps, en ces moments-ci, où il y a une coalition assez spéciale, il faut le dire. Par exemple, le président Félix Antoine Tshisekedi était en opposition pendant 30 ans et qui s'est mis en coalition avec le gouvernement en place pour former un nouveau gouvernement. Nous nous sommes dit qu'il est temps que nous puissions faire un lobby sur le développement durable dans la sphère politique de notre pays. Parce que en 2000, ICRIC est parti de Horizon 2060. Horizon 2060 est un mouvement panafricain citoyen qui crée une sorte qui sonne la sonnette d'alarme, si je peux me le répéter, qu'en 2060, nous aurons 100 ans d'indépendance. Nous avons perdu 60 ans, il ne reste plus que 40 ans pour que nous ayons 100 ans. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Parce que l'avenir, ce n'est pas demain. On ne peut pas être demain, c'est qu'on n'a pas pensé aujourd'hui. Qu'est-ce que nous présentons aujourd'hui comme politique au niveau économique, au niveau de l'éducation, au niveau de l'état de droit et de la justice, pour que 40 ans plus tard, en 2060, nous n'ayons pas de problèmes que nous avons maintenant de pauvreté, les problèmes sanitaires, les problèmes de route, d'infrastructure. C'est le moment de le faire ou jamais. Si on ne le fait pas maintenant, là, aujourd'hui, je vous dis que dans 40 ans, nous serons dans la même situation. Alors, vous avez dit tout à l'heure que pour que vous rayonnez sur le plan international, il faut faire la politique au niveau interne. Si déjà les Congolais eux-mêmes ne s'entendent pas, entre les caches et l'FCC, il n'y a pas une franchise, il y a des invectives, chacun veut contrôler la Cour constitutionnelle, contrôler l'armée, contrôler les services, etc. Quand est-ce qu'il y aura la paix pour construire, pour envisager, planifier ces 2060? Vous voyez, nous pensons que la responsabilité pour arriver à un pays développé en 2060 incombe à tout le monde, à chaque citoyen congolais, à vous, les hommes des médias, aux enseignants, aux professeurs, aux hommes politiques et à tout le monde. Donc, il est temps que chacun dans sa sphère de décision de pouvoir pense à cet élément de développement durable et de qu'est-ce qu'il fait maintenant pour que son pays, dans les 30 ans, les 40 ans... Mais en quoi faisant, concrètement? Parce que, par exemple, votre mouvement réfléchit sur le côté positif. Il faut que les Congolais travaillent ensemble, etc. Mais vous faites quoi? Si, par exemple, au sein de la coalition, du côté du FCC, il y a des extrémistes qui ne respectent pas le président. Du côté de Cash, il y a des extrémistes qui veulent en finir avec Joseph Kabila et les siens. Quand est-ce que le pays va se construire pour qu'en 2060, qu'on ait du développement? Nous sommes là pour créer, pour sensibiliser, pour donner nos propositions. Notre politique à CRIC est basée sur l'entrepreneuriat, les PME et les partenariats publics-privés et l'état de droit. Et nous sommes convaincus, en voyant le programme du président de la République, il est en train de mettre, il veut que ces programmes-là puissent s'appliquer. Et nous l'accompagnons avec ça. Parce que nous sommes convaincus que sans l'état de droit, le climat des affaires, par exemple, qui est notre champ d'action, de travail, ne peut pas se réaliser. Donc, il est temps que nous puissions assainir le milieu des affaires pour que les jeunes puissent entreprendre. Vous voyez, c'est ce qui se passe dans la politique actuelle. Ce sont des échauffourées de personnes, des femmes et des hommes qui n'ont pas passé leur vie à entreprendre quelque chose dans leur vie, qui n'ont pensé que politique. Oui. Et ici, maintenant, nous amenons une vision qui est complètement différente de jeunes. Pour dire aux jeunes, vous voyez dans les partis politiques, pour ramener des idées concrètes qu'on peut accompagner, faire un lobby. Parce qu'on ne gagne pas sa vie en tant que politicien, on gagne sa vie en tant qu'entrepreneur. Quand les jeunes vont commencer à entreprendre, ce sont eux qui vont porter des partis politiques. Il n'y aura jamais de batailles de postes et de reste. Madame Bombo, l'état de droit, est-ce arrêter seulement les opposants, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Exemple, lorsqu'il s'agissait du ministre de la Justice qui avait orienté mal un courrier, on a tout fait, on l'a fait démissionner. Lorsqu'il s'agit du ministre de la Santé, l'ISEF dit qu'il y a de l'argent qui a disparu, ou les gens n'étaient pas payés, on a remboursé plutôt, remis l'argent au trésor. Là, on ne lui fait rien. Mais lorsqu'il s'agit de Janine Mabunda, on va jusqu'à la Cour de cassation. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a deux poids, deux mesures?
Écoutez, la justice doit faire son travail. Je ne suis pas dans la peau du juge congolais pour l'instant, du magistrat. Ils font leurs enquêtes, ils amènent, tu sais, en droit, il y a toujours plusieurs dossiers. Des dossiers qui peuvent rebondir aujourd'hui et d'autres vont rebondir demain. Tout dépend des enquêtes. Cet état de droit, il est fait à double vitesse. Lorsque les militants de l'IDPS, par exemple, cassent, on ne les poursuit pas. Et lorsque Bundu Dia Congo ou Gédéon fait du bruit, ben, on tire dessus. Ben, moi, je crois qu'il y a eu de poursuites, il y a eu une enquête, il y a eu des gens. Il y a le ministre de l'Intérieur, je crois qu'il a donné une politique claire pour que les manifestations soient pacifiques et qu'il n'y ait pas de casse. Mais on ne peut pas contrôler, même sur d'autres cieux, même en France, les premières démocraties du monde, quand il y a manifestation, il peut y avoir casse. Il faut savoir les encadrer. Mais là, à ce niveau-là, il y a aussi un problème pour gérer la foule. Je crois que la police congolaise doit avoir des équipements nécessaires pour en même temps se protéger et protéger la foule en cas de manifestation. Donc, ce sont des choses qui se font malheureusement partout dans le monde. Alors, parce que vous dites que vous accompagnez le président Tshisekedi, quel est le programme qui a fonctionné depuis qu'il est là? Le programme de Tshisekedi qui a fonctionné jusqu'ici, oui. Nous sommes en train de parler le programme de l'éducation, oui. la gratuité de l'éducation. Le président a brisé la glace pour mettre ces programmes en œuvre. Maintenant, vous parlez de la gratuité de l'enseignement? La gratuité de l'enseignement. Est-ce que vous vous êtes posé la question aux parents qui sont par exemple dans les écoles conventionnelles catholiques aujourd'hui, qui ont commencé à payer? Est-ce que je peux vous dire que vous parlez des diplomates? Les diplomates qui ne sont pas payés depuis plusieurs mois. Oui, mais est-ce que vous savez qu'il y a des Français qui ne sont pas payés depuis plusieurs mois? Le programme du président, toutes ces actions sont aussi butées à la situation de notre État actuel. D'où nous sommes partis de concertation. Donc la vision est là, le programme est là, mais on doit l'accompagner. Moi, je vous dis, Jean-Marie, nous sommes dans la logique d'investir maintenant pour sauver toute une génération à venir. L'éducation, c'est notre champ de bataille. Pourquoi? Parce qu'on doit investir dans l'homme pour que l'homme puisse transformer ces pays. Et si nous ne réussissons pas à le faire maintenant, nous avons perdu encore toute une génération. Nos diplômes aujourd'hui, ce sont des diplômes de façade. On n'est pas reconnus à l'étranger. Les diplômés se jettent par millions sur les marchés. On ne sait même pas les engager par les compagnies de la place. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas compétents. Donc il n'y a pas que l'éducation, il y a aussi l'excellence de l'éducation que nous devons aussi accompagner. Je vous pose cette question parce que ceux qui nous suivent, c'est la pause aussi. On savait qu'on n'avait pas un budget conséquent. Même si on avait proposé 10 milliards, on a mobilisé qu'à peine, même 4. D'ailleurs, le dernier budget, maintenant, c'est 6 milliards. On savait qu'on n'avait pas l'argent. Pourquoi avoir lancé la gratuité de l'enseignement partout, au même moment, alors que l'argent n'était pas disponible dans les caisses? On a préféré peut-être aller dans les châteaux de moutons, etc. Alors que l'Union africaine, alors que la Banque mondiale n'avait pas encore décaissé cet argent, pourquoi on a préféré, à la rentrée scolaire, immédiatement? Est-ce que ce n'est pas une erreur tactique et une erreur de gouvernance? Mais le programme de la gratuité de l'école primaire était un droit constitutionnel. Oui, d'accord, c'est constitutionnel, mais c'est pas quelque chose que tout ce qui n'est pas constitutionnel n'est pas quelque chose que le président a inventé. Donc il est temps que l'on commence. Il est temps que l'on commence. Le président a brisé la glace, je vous dis. Oui, il est temps, si vous pensez au Congo de demain, si vous pensez que demain, nous devons avoir moins de chégués et des enfants, des filles à l'école, vous devriez maintenant soutenir ce programme pour que ce programme arrive à terme. Pourquoi? Donc, il y a un gouvernement partout en même temps? Maintenant, ça ne marche plus. Ben, si vous avez des propositions concrètes sur comment le président pouvait commencer, dans quelle province il devait commencer, je crois qu'il vous a bien reçu, vous pourrez le dire. Mais ce que moi je vais vous dire maintenant, le président a brisé la glace. Il a lancé ce programme et nous sommes là pour soutenir. L'Église catholique devait être derrière lui, la société civile, les leaders politiques. Parce que ce n'est pas un problème du président. C'est ça, c'est un problème de nous, de nos enfants, de notre population, de notre génération, de la vie de notre pays. Sans éducation, nous ne sommes pas un peuple. Mais il faudrait commencer ça maintenant pour qu'au fur et à mesure nous continuons, nous allons l'améliorer. Tout est question d'amélioration. Mais nous devons déjà commencer. Nous n'allons pas attendre. Alors, j'ai reposé cette question parce que les gens n'ont pas compris pourquoi il a fallu faire tout ça partout, en même temps, alors que dans les caisses, il n'y avait pas suffisamment d'argent. Et on est revenu quasiment à la case départ.
Les parents commencent à payer, les enfants ne vont plus à l'école, les infrastructures ne sont pas là. Est-ce que ce n'est pas un échec, vous qui parlez de 2060? C'est une bonne politique pour le président qui l'a lancée et que nous D'avoir devons échoué. soutenir. Que nous devons soutenir. D'avoir mis ces programmes en place, il y aura bien sûr des améliorations sur le chemin, mais il était temps qu'on commence ça maintenant. Et nous sommes contents qu'il ait commencé et nous allons l'accompagner par rapport aux réformes qu'il faut prendre pour que ces programmes soient effectifs. Dites-moi, vous êtes dans la diaspora. Vous avez fait quasiment le monde entier, vous avez travaillé là-bas, vous avez beaucoup de diplômes, etc. Et il y a beaucoup de compatriotes, enfin des Congolais comme vous, qui sont dans cette situation. Comment expliquer que vous, de la diaspora, vous critiquez beaucoup les réseaux sociaux, vous insultez, à l'époque du Mobutu, c'est vraiment terrible. Kabila père, Kabila fils, alors c'était grave. Il y a eu même des mouvements Bana Congo, combattants, etc. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Les quelques membres de la diaspora qui sont venus ici, c'est pour chercher les postes, au lieu d'amener de l'argent. D'abord, Ou des investisseurs. J'aime bien ces termes quand on nous demande ou les gens de la diaspora d'amener l'argent au pays. Les gens ne comprennent pas. Personne n'amène l'argent au Congo. Les gens viennent prendre l'argent du Congo. Non, je parle des Congolais de la les diaspora. investisseurs, quand ils viennent ici, Oui. ils ne viennent pas parce qu'ils doivent nous donner, parce qu'ils viennent prendre ce que nous avons. Quand on commence à changer cette philosophie de pensée, nous allons nous traiter autrement, nous allons nous valoriser dans ce pays. Mais moi, je parle de vous, la diaspora. La diaspora, Oui. vous avez de la chance pour la RDC d'avoir une diaspora qui est qualifiée, une diaspora qui se bat à l'étranger. Nous devons trouver un système local pour les canaliser, pour les diaspora, quand ils viennent, qu'ils se retrouvent. Vous avez de diaspora qui ont de professions à l'étranger, qui sont des médecins, qui sont des juristes, qui sont des innovateurs dans la nouvelle technologie. Mais quand ils viennent ici, il n'y a pas de structure pour les accompagner. Donc, nous devons avoir des structures pour les accompagner. C'est une chose. Mais Et de deux, les lois aussi. La loi sur la pose une question nationalité. parce qu'on n'a pas l'air de me répondre. Je repose la question. Avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, on a vu à l'investiture, ou même 2 ou 3 mois après, les hôtels étaient remplis ici. Membres de la diaspora. Mais concrètement, on n'a rien vu. Beaucoup ont voulu être des conseillers du président, alors qu'il n'y a qu'une centaine de places là-bas. Beaucoup ont voulu aller dans des ministères. 3 mois après, tout le monde est reparti. Mais voilà Pourquoi avoir insulté autant, maintenant qu'il y a un membre de la diaspora qui est au gouvernement, parce que Tshisekedi a été aussi en Belgique. Est-ce que ce n'était pas des insultes à Joseph Kabila pour rien? Des insultes à Joseph Kabila pour rien. Oui, pendant toutes ces années. Écoutez, la diaspora de la RDC, d'abord vivre à l'étranger, vous êtes à l'étranger vous-même. Bien sûr. Ce n'est pas une vie facile. Même si vous pensez que la plupart sont aisés, mais la plupart aussi n'ont pas une vie facile. Beaucoup souffrent. Oui, Donc, beaucoup souffrent. Oui. Et leur désir, c'est de rentrer au pays pour contribuer au pays. Mais la plupart aussi sont un peu, je peux dire, déconnectés aux réalités qu'il y a au niveau local, ici. Donc, quand vous arrivez au niveau de Kinshasa, les réalités sont complètement différentes. D'où il faut créer une sorte de structure pour encadrer ces diasporas qui amènent la nouvelle technologie. Moi, maintenant, je vis en Israël. Israël, c'est un pays de la diaspora. Il n'y a pas un seul Israélien qui a un seul passeport en Israël. Pourquoi? Parce que l'État israélien a créé une structure pour les accueillir, les accompagner et qui ramène la nouvelle technologie. Au Maroc, c'est pareil. Le Maroc est en train de se faire construire par la diaspora marocaine. D'ailleurs, le roi du Maroc, pour lui, le Marocain était un sujet du roi. Il n'a jamais été étranger. Mais ici, la diaspora, combien la diaspora dépense en termes de passeports, en termes de go-pass, en termes de visa, en termes Mais vous êtes proche de l'obliger à ne pas avoir de nationalité. Pourquoi? Donc, il y a des choses qu'on doit faire au niveau local. Moi, je vous dis toujours, tout s'est fait au niveau local d'abord. La diplomatie, la diaspora, des structures locales pour que les diasporas viennent canaliser, qui ramènent des projets et que des projets vont suivre. Si la diaspora ramène par exemple un projet, il ramène des investisseurs, il voit la ministre en tutelle, il lui dit, je veux d'abord 30% de votre projet. Je veux d'abord payer moi 30% et puis après le projet va passer. Il y a un problème de gouvernance aussi pour la diaspora. Alors pourquoi vous n'avez pas donné ces conseils? Vous ne donnez pas ces conseils, pourquoi? Vous êtes proche du président, sa ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui, tout le monde dit qu'elle est invisible sur le plan international. Elle a avancé un passeport à $99
Et tout calcul fait, ça fait $200, parce que si vous mettez les frais connexes, ça va prendre $200. Ça a mis du temps d'ailleurs à se mettre en place. Vous avez annulé ou plutôt supprimé les ministères des Congolais de la diaspora. À quoi ça sert l'alternance? Le président Félix Tshisekedi a aussi fait partie de la diaspora. Oui. Donc, le programme de la diaspora. Et pourquoi il n'a pas privilégié cette diaspora? Pourquoi il n'y a pas un dispositif particulier pour rentabiliser la diaspora? Le président est au courant de ce qui se passe au niveau de la diaspora et, oui. les structures nationales qu'on doit promouvoir, dont il y travaille. Ça fait 2 ans. Il y travaille. Le président y travaille, donc nous lui faisons confiance en tant que l'humain membre de la diaspora, parce que dans le passé, et qui va mettre des structures pour que nous puissions canaliser. Déjà, nous sommes la facilité d'entrer maintenant au pays sans pouvoir avoir les visas dans les ambassades. On peut venir rien qu'avec le nom d'origine congolaise. Vous pouvez payer le visa à l'entrée, c'est déjà une évolution. Nous allons petit à petit à encadrer ces structures pour que la diaspora a beaucoup à apporter au pays. Pourquoi cette diaspora qui est venue être nommée au niveau du cabinet notamment, elle est contestée d'abord par la base et des leaders PS et de beaucoup de ceux qui sont restés ici. Et pourquoi cette même diaspora n'intègre pas ceux qui sont restés là-bas? On a l'impression qu'elle est invisible, quasiment. C'est exceptionnel qu'on vous trouve, vous, sur un plateau de télévision aujourd'hui en train de défendre le président Tshisekedi, mais où est la rentabilité de ces diasporas qui faisaient tant de bruit avant? Et pour le pays et pour le président. Écoutez, la diaspora, elle est prête à accompagner le programme du président. Non, je parle de celle qui est là. La diaspora qui est là aussi travaille pour le programme du chef de l'État. Mais en quoi faisons la diaspora citez-moi deux membres de cette diaspora qui est aux côtés du président, qui est sur les plateaux de télévision, qui est dans les journaux, qui fait des meetings pour défendre le président. 2 membres. Pourquoi vous voulez que je vous cite 2 membres de la diaspora? Pour savoir. Pourquoi 2 excluants? Vous êtes exceptionnellement aujourd'hui. Je vais vous donner le nom d'une dame, Sandrine Moubenga, par exemple. Elle est de la diaspora. Elle a innové dans le terme de l'énergie hydraulique. Il rapporte cette nouvelle technologie au pays. Mais, monsieur Jean-Marie, est-ce que vous renseignez aussi auprès des autres? C'est bien de ne pas dire où on ne le voit pas. Est-ce que vous avez aussi le temps d'aller le rencontrer? Dire que voilà, vous êtes là depuis un temps, comment vous faites, quels sont vos programmes? Parce que c'est là, moi je suis ces séminaires, je suis ces formations qui donnent aux jeunes à aller dans des universités. Alors vous aussi, vous devez aussi avoir la peine, parce que vous êtes le 4e pouvoir. Vous devez aussi avoir la peine d'aller voir ce qui se passe bien, ce qui s'est fait et comment vous pourriez le vendre. Votre horizon 2060, j'ai lu tout à l'heure, c'est alléchant. Hein? Aidez-nous à rester chez nous. Un mouvement panafricain. Vous savez qu'il y a beaucoup de Congolais qui meurent dans la Méditerranée, ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, là-bas, combien de avions qui reviennent. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative d'aller faire une coopération avec les Angolais alors qu'on nous a tellement tabassés ici à Luanda et expulsés comme des moutons par les Angolais? Voilà, merci beaucoup pour cette question. Elle est vraiment cruciale parce que c'est aussi un mouvement en 2060 et cette campagne Aidez-nous à rester chez nous a commencé le lendemain du jour où nous avons mobilisé en ma personne de jeunes de Congolais pour aller manifester devant l'ambassade de l'Angola à Bruxelles pour dénoncer le massacre de nos frères congolais. Pourquoi? Parce que nous pensons que le Congolais n'a plus sa dignité dans le monde, n'a plus sa dignité, même en Afrique, n'a plus sa dignité. Donc il est temps que le pouvoir en place, le gouvernement, puisse mettre en place des programmes d'entrepreneuriat pour que les jeunes ne puissent pas penser qu'aller se jeter dans l'océan, mais puissent croire à un programme qui est ici. Moi, je crois que l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est comme vous. Vous êtes venu, vous étiez de la diaspora, vous êtes arrivé ici, vous avez eu la vision de créer cette chaîne, vous commencez à entreprendre. Et quand vous commencez petit, vous croyez en la chose, vous avez une patience que ça va aboutir et vous restez pour voir comment ça marche. Ça crée l'espoir. Et si les jeunes aujourd'hui se jettent dans l'eau alors qu'ils ne savent même pas nager pour mourir, ça veut dire qu'ils n'ont plus d'espoir. Alors il faut vraiment qu'on les aide à avancé, on est vendredi aujourd'hui pour ceux qui nous suivent en direct. On est vendredi aujourd'hui pour ceux qui nous suivent en direct. On a annoncé qu'il y aura des avions angolais au-dessus de Kinshasa, alors que
À Beni, là-bas, on a besoin justement de cette dissuasion à la frontière avec la Zambie et tout ça. On veut seulement, pour les Quinois qui aiment boire leur bière et être tranquilles, avec quelques avions au-dessus de nos têtes. Mais je ne suis pas d'accord. D'abord, est-ce nécessaire de voler au-dessus de Kinshasa? Ça, c'est un. De deux, je repose ma question de tout à l'heure. Les Angolais qui nous tabassent tant, lorsqu'on va déployer quelques militaires angolais dans la ville ici, ils vont nous aimer à partir de chez nous? Ils vont chicoter les Congolais? Moi, je ne vais pas... D'abord, je suis quinoise. Je ne pense pas qu'on aime prendre notre bière tranquillement. On fait beaucoup de choses à part prendre la bière. Oui, on travaille, mais... On travaille sincèrement après, on peut boire notre bière, c'est pas interdit. Et ceci, je vais dire une chose. Horizon 2060 est un mouvement panafricain. L'Afrique ne peut peser, ne peut devenir acteur au niveau international que si l'Afrique agit en bloc, de façon unie. Ça, les Angolais le savent aussi. Les Congolais de Brazzaville le savent aussi. Okay. Mais ça ne les empêche pas de nous... À Brazzaville, nous devons... Mbata Mukolo. Et en Angola, c'est pire. Chaque jour... Je suis la première... On est suivi en Angola. Les Congolais qui sont en Angola, à Luanda, un peu partout, dans les villes de province, on les chasse comme des moins que rien. Bon, maintenant, on dit on coopère avec les Angolais. Tout est question, Jean-Marie, d'une gouvernance interne. Si nos peuples vont en Angola pour se faire tabasser, pourquoi? Parce qu'ici, pendant des années, ils ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent pas. Ils sont pauvres, ils sont malheureux. Ils vont là-bas se faire tuer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de dignité, ni chez eux, ni ailleurs. Il est temps maintenant qu'on soutienne le chef de l'État pour qu'on ramène à ce peuple sa dignité ici au pays. L'Angola est un pays où nous partageons plus de 2000 km de frontières terrestres avec l'Angola. Si vous ne pouvez pas déplacer un voisin, vous devez vous entendre. Et la politique, on ne se fait pas respecter. La politique du gouvernement, c'est quoi? Et du président, c'est d'avoir un bon rapport de bon voisinage. Pourquoi? Parce que nous sommes le seul pays au monde à avoir 9 voisins terrestres et un 10e voisin atlantique. Nous devons jouer une politique proactive dans la région pour ne pas que demain après demain, ces voisins nous envahissent. Et que nous disparaissons. Mais si nous, à l'intérieur de nos frontières, on ne s'entend pas entre nous, on pense aller chercher les Angolais pour nous venir nous aider à nous taper dessus, est-ce qu'on est pour la protection de nos frontières? En tout cas, vous êtes dans le secret de Dieu et que vous connaissez pourquoi les Angolais sont tapés dessus. Moi, je vous donne la politique du gouvernement, c'est quoi? C'est le bon rapport de bon voisinage. Le président sera, au partir du mois de janvier, le président de l'Union africaine. Et sa région est très importante. Nous devons considérer nos relations au niveau régional. Voilà pourquoi il y a une politique de diplomatie proactive au niveau de la région. Aujourd'hui, parce que vous avez parlé d'aider nous à rester chez nous. Ça veut dire qu'il faut décourager les gens à partir. Oui. À part la première dame qui donne les bourses excellencielles notamment, et on la félicite pour ça, quel est le dispositif? Joseph Kabila avait mis en place ce qu'on appelle la bourse d'excellence à l'époque avec le 200 000 € qui étaient donnés à chaque Congolais qui devait partir, etc. Qu'est-ce qu'au niveau du gouvernement, ce qui est mis en place? Et Fachi lui-même, qu'est-ce qu'il fait pour les jeunes aujourd'hui? Écoutez, je crois que le gouvernement a un programme avec ses partenaires étrangers. Il y a l'Égypte, il y a les partenaires qui donnent des bourses comme le Canada, qui passent par les affaires étrangères, où on choisit des étudiants qui ont excellé pour bénéficier à ces bourses-là. Mais jusque-là... Il y avait ces programmes en Chine. Je ne m'attarderai pas dans les statistiques, je n'ai pas y accès, mais je sais qu'au niveau des diplomaties, ici, au niveau des ambassades, ils ont des budgets pour promouvoir l'éducation, le secteur des mines, de l'ingénieur, où les jeunes Congolais peuvent aller étudier à l'étranger. Moi-même, aux affaires étrangères, j'avais bénéficié d'une bourse parce que j'étais experte congolaise pour négocier des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les États ACP dans le cadre de la CEMAC et de la CAC. Et j'ai obtenu une bourse de la coopération belge pour aller en Belgique étudier le droit, faire un master en droit européen pour bien comprendre les institutions européennes, comment ça fonctionne et pour négocier avec eux. Donc ces programmes existent et ça évolue bien et nous sommes en train de suivre ça de près. Alors votre cercle est déjà en place, vous comptez l'installer bientôt, vous allez mieux en parti politique, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est, on va dire, une m'étendue au fascisme, on va dire, à la Fachibi, par exemple? Moi, ce sont de termes que je ne supporte pas. Je ne supporte pas le terme tshisekidiste
je ne parle pas le terme kabiliste, katumbiste. Pourquoi? Ce sont des termes que je Ça déteste existe, hein? au profond de moi. Pourquoi? Parce que nous devons maintenant... On dit maintenant les bétonistes. Oui, les bétonistes, tout ça, Oui. ça ce n'est pas, c'est de la distraction totale. C'est Bétoniste, que nous voulons. distraction, vous trouvez? Nous devons s'attacher aux valeurs que représente la personne, au programme que représente le président de la République. Il y a un programme de bonne gouvernance, d'état de droit, que nous attachons à ces valeurs-là pour l'accompagner dans ces programmes. Le président Fachi n'est pas là pour l'éternité, il va partir. Le cercle de réformateurs intègres va rester pour accompagner d'autres programmes. Donc nous sommes dans ce sens-là et nous estimons que de devenir un parti politique plus tard sera pour nous effectivement l'occasion d'être dans le pouvoir et pour amener à bien nos réformes. Vous savez, les problèmes qu'on a, c'est quoi? Vous dites vous-même que nous ne voyons pas les gens de la diaspora ici, nous ne voyons pas les gens intelligents dans les plateaux, la plupart ils ne viennent pas. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que la politique est sale. La politique ne fait que par des gens qui le fait que par juste rouler dans les voitures PR ou aller manger les ngoules à Capella. Moi j'insiste, il est temps que des filles ces pays qui pensent de quelque chose de bon et d'intelligent à apporter au pays, de se prononcer maintenant pour qu'on accompagne ces consultations, pour qu'on accompagne la mise en œuvre de ces consultations. Mais ils aident le président à quoi faire, Madame Bombo? À quoi faire? Lorsqu'il faut parler, par exemple, des réformes en termes d'infrastructures, les sauts des motos sont à l'arrêt aujourd'hui. On a parlé de politique de gratuité de l'enseignement à l'arrêt. On a parlé, par exemple, de politique des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, notamment de l'IDPS, les jeunes combattants, les motards, qui rouspètent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Lorsqu'il faut parler des affaires étrangères, ou plutôt de la diplomatie, l'Angola nous tape dessus, les Rwandais ne nous ont même pas respectés. Il y a un ambassadeur qui a complètement, je dirais même, humilié les Congolais chez eux ici. Ça pose problème tout ça. Je vais vous dire une chose, le président a fait un discours le 23 novembre. Si je ne me trompe pas, c'est le 23 novembre, oui. Qu'il a fait le 23 octobre, je crois. Anyway. Il a fait un discours à la nation, grâce à la nation, pour dire que voilà. Ce qu'il va faire ou ce qu'il a déjà fait? Voilà, le président a dit de façon claire qu'il trouvait qu'il était bloqué par rapport au programme de bonne gouvernance qu'il a amené à mettre au pays. Donc, il s'arrête, il veut consulter pour avancer. Si le président de la République était satisfait de son salaire, de son confort, de son bien-être, il n'allait pas provoquer les consultations. Il est là pour le peuple. Il s'estime que son peuple, il y a des choses qui ne vont pas. Il vit avec nous. Nous vivons. Moi, j'ai la famille à Ngaba, j'ai la famille à Massina. Nous avons de la famille partout. Et nous constatons jour et nuit que ce gouvernement ne nous a pas apporté de solutions là où nous l'avons réclamé. Et alors, le président consulte. Et après la consultation, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut réajuster. Il va respecter la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le président veut respecter la Constitution. Il va respecter. Qu'est-ce qu'il faut réajuster? Qu'est-ce qu'il faut changer pour que le peuple se retrouve? Nous sommes là. Qui pense au peuple dans tout ça? Qui pense est-ce que vous pouvez imaginer qu'un président qui est déjà président, qui a déjà la haute fonction au sommet de l'État, mais qui s'arrête pour dire que voilà, je n'étais pas ici pour être président uniquement. J'étais ici pour apporter un changement dans mon peuple. Je n'arrive pas à avoir ce changement. Et maintenant, je veux que ce changement s'efface. Mais pas seul, en respectant la Constitution. Voilà pourquoi il consulte le peuple. La Constitution, c'est quoi? C'est la voix du peuple. Il est en train de consulter le peuple. Que tout le monde il y a des vienne mécanismes juridiques. Vous avez fait le droit. Est-ce que la Constitution qu'il est en train de faire, c'est basé sur quel soubassement juridique? Le président est le garant de la nation. Oui, d'accord. Donc, les par soubassements juridiques. rapport à ces rôles-là, s'il trouve que la population souffre, les réformes sont bloquées, les projets sont bloqués, en tant que garant de la nation, il doit s'arrêter pour dire voilà, venez, nous devons consulter pour que nous puissions arriver à un résultat. On est tous d'accord. Mais concrètement, il fait quoi? Concrètement, il fait quoi? Juridiquement parlant, il va asseoir ses démarches sur quelle base juridique? Le président vous a promis qu'il va revenir vers vous. Après, oui, il peut revenir autant de fois. Il reviendra vers nous après ces consultations. Et en ce moment-là, vous allez nous inviter ici sur ce plateau et nous vous dirons comment ça va procéder. Donc, vous, professionnels des droits, vous ne savez pas quels sont les dispositifs qui vont encadrer les décisions du président? Le président est une institution.
Oui, d'accord. Et le président le Parlement aussi, le gouvernement aussi. Et puis le président de la République, il va agir d'après les lois qui régissent son institution. Donc, soyez patients. Les consultations arrivent pratiquement à leur fin. Il va revenir vers nous et il nous donnera Alors, en des préparant cette dispositions. émission, de par votre nom, j'ai identifié que vous étiez du Kasaï. Pourquoi rien ne s'est fait au Kasaï? Il y a un gouverneur en Mbuji-Mayi, tout le monde se plaint. Le président lui-même, depuis qu'il est président, n'a jamais mis le pied chez lui, ni à Mbuji-Mayi, ni à Ketchikapa, ni à Kananga. Normal, pas normal? J'aimerais vraiment pas qu'on attribue ma vision politique. Non, c'est une appréciation d'une Congolaise. Chacun a son chez lui. Si vous m'avez posé une question, je ne voudrais pas qu'on attribue ma vision politique, l'action du chef de l'État à une seule province. Moi, depuis que je travaille avec les femmes de Béni, je vais vous dire une chose, j'ai été moi-même, j'ai été émue par le courage de ces femmes de Béni qui vivent le massacre tous les jours. Leur détermination à vivre et à défendre leur drapeau. S'occuper des Béni ne vous enlève pas votre côté kassaïen. On est bien d'accord? S'occuper des Béni ne vous enlève pas que vous appelez Stéphanie Mbombo du Kasaï. Le président, Kassai, il est bien président de tous les Congolais, mais il vient de quelque part. Non, le président est dans le pouvoir depuis 2 ans. Oui. Le président a la charge de toutes les provinces de la RDC entre ses mains. Il n'est pas allé au Kasaï. Il y a des problèmes qui se font dans le Bandundu. Il y a des problèmes dans le Sankuru, il y a l'insécurité dans le Katanga. Il gère toutes ces provinces-là. Maintenant, il a remarqué aussi que toutes ces provinces ont des problèmes. Il fallait s'arrêter pour consulter et pour mettre en œuvre son programme. Donc, encore une fois, nous sommes dans un moment crucial. Allez voir ce frère du Kasaï, oriental, occidental, Kasaï central. Et c'est mauvais? Pourquoi il n'y est pas allé? Mais le président, il a un agenda. Il a un programme. Mais en 2 ans, c'est quand même il a un agenda, il a un programme. Donc, il sait ce qu'il est en train de faire, qu'il suit ce qu'il est en train de faire. Moi, je ne peux pas envoyer le président spécifiquement au Kasaï. Mais parce que les gens du Kasaï, ils se plaignent. Oui, d'accord, mais si vous recevez quelqu'un de Sankuru, vous direz non, envoyez-le au Sankuru, envoyez. Non, le président, on ne l'envoie pas. Le président, a un programme. Le président a un programme à respecter pour la nation congolaise, y compris les Kasaï, et il y travaille. Et la misère nous devons de Mbuji-Mayi? La misère de Mbuji-Mayi est la misère de Kingasani. La misère de Mbuji-Mayi est la misère de Ngaba. On ne peut pas dissocier la misère des autres, des uns des autres. Nous sommes tous dans la misère. On doit s'arrêter maintenant pour dire le Congolais, faire une autopsie interne. Membre du FCC, membre de l'AMUCA, membre de SENCO, membre de l'UDPS, nous devons faire une autopsie interne pour dire où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut pour le pays, pour maintenant. Quel héritage on veut laisser demain pour notre population? Vous dites quoi? Est-ce que c'est le maintenant qu'il faut le faire à travers les consultations? Vous dites quoi lorsque Augustin Kabouy a dit ces gens-là, il faut qu'ils aillent en exil? Enfin, ces gens-là, c'est FCC, c'est Cash, etc. Kabound à Kikwit a dit la même chose. Il faut tout faire pour chasser ces gens du Congo. Or, la Constitution interdit à n'importe qui de pousser un Congolais à l'exil. Pourquoi la loi, les procureurs, l'état des droits ne se préoccupent pas d'eux? Il y a même la plainte du ministre des Finances, sans suite. Vous savez, il ne faudrait pas qu'on amène certains jeux et expressions politiques à définir tout un programme du gouvernement. Moi, je vous ramène toujours à ça, Jean-Marie. Mais répondez à la question directement. Vous êtes le 4e pouvoir. Oui, d'accord. OK. Donc, vous avez un rôle à jouer très important pour sensibiliser l'opinion. Nous sommes là, nous avons trouvé que le président a un programme de gouvernement et de gouvernance de ces pays qui vraiment partage les ambitions. Non, je vous ai demandé de vous prononcer alors sur nous avons besoin que ce programme programme-là arrive à terme. Oui. Donc, nous travaillons dans ce sens-là. Nous n'allons pas nous arrêter sur de déclarations politiques, que ce soit à l'extrême ou à l'extrême. Vous condamnez ou pas? Nous sommes dans un pays de liberté d'expression. Ah, même si quelqu'un dit n'importe quoi, c'est expression. Non, la liberté d'expression, c'est limite là où commence les droits de l'autre. Oui. Donc, dans ce cadre-là, à chaque fois que nos politiciens s'expriment, nous demandons aussi qu'ils puissent se mettre à la place des droits des autres, de leur protection physique et de leur protection matérielle. Et pourquoi ils ne sont pas inquiétés, eux? Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Qui sont pas inquiétés? Kabouy l'a dit, Kabound l'a dit. Ils devaient s'inquiéter de qui devait s'inquiéter de quoi? L'État de droit, justement, la justice. Quelqu'un a porté plainte? Oui, le ministre des Finances. À la justice. Oui. Mais alors, il a porté plainte quand? La justice suivra plus son cours. d'une semaine. La justice suivra son cours et sera... Moi, je là, il n'y a pas flagrance. Non.
Et c'est où il y avait flagrance? Je ne sais pas, vous parlez de là et comment. La justice Il y a eu fait son flagrance à travail. l'époque de ministre des Finances, enfin ministre de la Justice, flagrance. Et tout le monde s'agitait à cette époque-là. Écoutez, Dans les cas des Kabou, il n'y a pas de flagrance. nous avons un gouvernement en place, nous avons une justice, faisons la confiance à la justice, elle fait son travail, elle le fait bien et nous sommes là pour l'accompagner dans la vie de Ça Michel. s'appelle langue de bois, Stéphanie Mbombo. Ça ne s'appelle pas langue de bois, ça s'appelle recadrer les choses comme elles devaient être. Terminons par le rôle de la femme dans la politique. Vous vous jetez aujourd'hui dans la mare. D'abord, ce marigot est très très dangereux, on vous bouffe facilement, Ouais. discrimination, etc. Que Joseph Kabila, à cette époque, avait décrété 30%, c'est constitutionnel d'ailleurs, pour que les femmes soient présentes dans l'arène politique. Qu'est-ce qui vous attire là-dedans? Vous n'avez pas peur de vous brûler? Vous êtes une belle femme, ça va être compliqué. Je prends le compliment de ce matin, merci beaucoup, c'est le premier je crois. Depuis que j'étais petite, je voyais toujours la RDC comme une sorte de maison en briques et qu'il y avait des petits trous à gauche et à droite que chacun apporte sa pierre. Je me suis toujours vue comme quelqu'un qui apporte une pierre de plus dans cette brique-là. La femme au Congo, c'est elle qui tient l'économie du pays aujourd'hui. C'est la femme qui éduque, c'est la femme qui nourrit, c'est la femme qui accompagne. La femme est composée, on a 60% de la population est composée de femmes au Congo. Alors nous ne pouvons pas développer un pays sans la moitié de sa population, qui sont les femmes. Mais ces femmes-là ne sont pas courageuses non plus. Voilà pourquoi... Vous allez à l'Assemblée nationale, rares sont les femmes qui proposent des projets de loi, rares sont les femmes qui vont au devant de la scène pour amorcer des vrais sujets, etc. Ils sont là seulement pour la parité, pour faire un peu de bruit autour de certaines récriminations, etc. Oui, on ne les voit pas au devant de la scène pour défendre les bonnes causes. Nous demandons vraiment, nous encourageons à CRIC, nous encourageons les femmes à se mettre dans la politique active parce que les décisions que l'on prend dans la politique active les concernent directement. Là, nous avons eu dans ces pays un prix Nobel d'un homme parce qu'il réparait les femmes. Oui. Parce que nous sommes une capitale mondiale de viol. C'est vraiment péjoratif pour nous. Alors les femmes doivent être doivent se prendre conscience, se sensibiliser pour venir dans la scène politique. On est suivi à l'Est. Est-ce que vous ne pensez pas que Mukwege avait un peu, comment dire, utilisé ces prétextes pour se faire un autre au plan international et que la femme congolaise, à cause de ces travers, les dégâts collatéraux, comme on dit, des guerres, elle n'est pas autant plus violée qu'en Afghanistan, autant plus violée qu'en Palestine, etc. Ça vraiment, non, moi je me sens mal à l'aise quand on compare le nombre de viols d'une femme. Une femme violée est un crime contre l'humanité. Une seule fille violée est un crime contre l'humanité. Au lieu de s'attaquer aux personnes qui le font tant soit bien et mal, d'attaquer au viol, attaquez-vous au viol. Attaquez-vous aux criminels de viol. Oui, d'accord, mais attaquez-vous aux causes des viols, et aux criminels de viol. Et c'est là les multinationales qui financent ces guerres. On ne va pas attaquer ceux qui sont en train de chercher à réparer le dommage. Attaquer les causes et les criminels de dommage. Alors pourquoi Mukwege ne s'est pas attaqué aux multinationales qui sont derrière les groupes armés, qui cherchent ces minéraux? On le sait. Mukwege lance le rapport mapping, qui moi j'estime, et les rapports concernent la plupart des États et des personnes qui ne sont pas congolais, mais qui sont impliqués dans l'Est. Le Rwanda dit que moi j'aimerais bien, vous savez, hein, dans tout ça, Jean-Marie, dans tout ça, vous avez dit que je me répète, je ne vous réponds pas. Mais c'est un problème de gouvernance interne. Si nous protégeons nos femmes, si le Congolais n'est pas en association, si le Congolais n'est pas en association avec les criminels, le Congo sera protégé. Parce que dans ces rapports-là, il y a aussi nos frères congolais qui violent, qui pillent les femmes. Vous parlez aujourd'hui que les femmes ne sont pas dans la sphère politique actuelle. Pourquoi? La femme, quand elle entre en politique, on ne voit pas sa tête, on voit son corps en premier lieu. Et ça, ce sont des antivaleurs qui doivent changer aussi. On doit mettre des lois dans ces pays pour criminaliser l'harcèlement sexuel. Janine Mabunda était à la tête, nommée par Joseph Kabila pour violence faite à la femme. Il a eu même des prix au niveau panafricain, etc. Donc ce n'est pas une nouveauté. C'est très bien qu'il ait des prix, mais nous voulons voir des changements au niveau
au niveau interne. C'est bien d'avoir des prix, mais au niveau interne, il y a du travail qui n'est pas fait et qui ne se fait pas. Voilà pourquoi les femmes ne veulent pas venir. Voilà pourquoi leurs maris ne veulent pas leur laisser venir. La femme a un rôle principal d'abord, s'occuper de son foyer et de son mari, la paix dans son couple. Il y a combien de membres dans votre parti? Elle ne peut pas associer le deux si au niveau des institutions du gouvernement, elle n'est pas protégée. Il y a combien de membres dans votre Nous avons déjà? Plusieurs mamans. Nous avons des associations de femmes juristes, de femmes avocates, de mamans entrepreneurs, de mamans maraîchères. Elles sont toutes là. Elles veulent vraiment que la femme soit vue autrement dans la sphère politique congolaise. Et nous voulons, moi-même, je sais que j'ai souffert. Même en temps, je n'ai pas commencé la politique en 2019. J'ai été engagée dans cette partie politique à l'âge de 18 ans. Et maintenant, ça va faire plus de 17 ans que je suis activement dans la politique. La femme a un rôle majeur à apporter dans la politique. Il faut qu'elle prenne conscience, d'une part, et qu'elle se valorise en tant que femme qui apporte. Pas comme une femme qui suit, mais une femme qui lead. La soumission d'une femme, c'est avec son mari à la maison. Sur la scène politique, nous sommes leaders pour apporter des changements. Et la femme doit savoir shifter cette appréciation. La politique demande de l'argent. Alors, qui est derrière vous? Pourquoi vous vous agitez tant à vous entourer, plutôt à vous rapprocher de Tshisekedi? Qui est derrière nous? Oui. Vous. Personne n'est derrière moi. Horizon 2060, au lieu de voir qui est derrière moi, je suis avec qui? Nous avons une équipe d'experts, de professeurs d'université, des étudiants, de médecins, de cadres. Nous avons tous les ingénieurs dans le groupe CRIC qui sont là pour apporter des propositions concrètes au chef de l'État. Nous ne sommes pas en train de se profiler à cause des fatigues. Nous soutenons le programme du gouvernement que le président a mis en place et qui doit se réaliser. Nous sommes là pour l'accompagner. Lui, il est responsable du pays. Mais il y a un chef du gouvernement qui est le président a une vision pour ces pays que nous accompagnons. Et nous voudrions vraiment que tout le peuple congolais maintenant se saisisse de ces moments pour que ces programmes arrivent à bonne œuvre. Merci Stéphanie Mbombo. Je rappelle, vous êtes présidente de Cercle des réformateurs intégrés du Congo. Horizon 2060, en 40 ans. Peut-être le Congo va s'en sortir avec moins d'aliénation et surtout moins... des coopérations parfois déséquilibrées avec les pays de la sous-région qui parfois nous regardent avec un œil moqueur. Portez-vous bien, à la fois prochaine avec le même plaisir.